regardez Al 24 News, il est 19 h, c'est l'heure de l'édition principale. Tout de suite les titres. 239 jours consécutifs de bombardements acharnés contre le peuple de Gaza. Le bilan s'est alourdi ce samedi à 36 379 morts et plus de 82 000 blessés. Le président américain Joe Biden rend public une proposition visant à conclure un accord de cessez-le-feu entre l'entité sioniste et la résistance palestinienne, une démarche jugée controversée par les experts. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf est arrivé ce samedi à Séoul en Corée du Sud pour participer à la réunion ministérielle préparatoire du sommet Afrique-Corée prévu les 4 et 5 juin. En Afrique du Sud, le parti présidentiel, l'ANC, remporte les élections, mais va probablement perdre sa majorité. C'est un tournant décisif pour le pays. Bonsoir à tous, nous sommes au 239e jour consécutif de bombardements acharnés contre le peuple affamé et assiégé de Gaza. Le bilan s'est alourdi ce samedi à 36 379 morts et 82 407 blessés depuis le 7 octobre dernier. Selon les autorités palestiniennes de santé, au moins 95 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures dans 5 massacres, dont une majorité, il faut le rappeler, sont des femmes et des enfants. Ce samedi, ce sont plusieurs Palestiniens qui ont trouvé la mort assassinés par les obus sionistes, tandis que des dizaines d'autres ont été grièvement blessés dans différentes régions de l'enclave. Au centre, une maison familiale a été prise pour cible par l'aviation sioniste, ôtant la vie à tous ses occupants. Et quand ils ne succombent pas aux missiles, c'est la faim qui les rattrape. Abdelkader Sarhi, 13 ans seulement, est décédé ce samedi. Un enfant littéralement mort de faim. Au total, ils sont au moins 37 à avoir été affamés jusqu'à la mort à Gaza. L'entité sioniste empêchant les aides internationales de pénétrer l'enclave. Les habitants de Gaza sont dans un état cadavérique. دقيقة واحدة بس. معنا طلعنا Les habitants du monde entier sont mis à l'honneur, les enfants plutôt du monde entier sont mis à l'honneur en ce 1er juin. Une date néanmoins pénible lorsqu'on pense à la situation chaotique dans laquelle vivent les enfants de Gaza, entre pénurie de médicaments, manque de nourriture et propagation de maladies infectieuses. Être un enfant n'a jamais été aussi difficile. Amel Mziane Zitouni. Plus de 14 000 enfants palestiniens tués et des milliers d'autres blessés. De nombreux enfants atteints de maladies infectieuses, d'anémie, d'immunodéficience et d'autres maladies. Telle est la situation de l'enfance à Gaza alors que le monde célèbre sa journée internationale. Depuis près de 8 mois de génocide, les conditions de vie sont extrêmement difficiles pour les enfants palestiniens. Bombardements, déplacements, perte de parents, en plus de la grave pénurie de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant. Mira, une fillette de 4 mois, a été transportée à l'hôpital pour malnutrition sévère. Son père est resté avec elle pendant plus d'une semaine en raison de la gravité de son état.
Mon enfant Mira souffre de déshydratation sévère et de malnutrition. Lorsque je l'ai emmenée à l'hôpital, elle était dans un état critique. Elle n'a que 4 mois. Aujourd'hui, son état commence à s'améliorer. Elle souffrait d'un manque de lait et de vitamines. Je n'ai pas d'argent pour lui acheter du lait, des vitamines ou même des vêtements. J'appelle tous les pays du monde à aider nos enfants. Les enfants de Gaza passent la plupart de leur journée dans la rue. Leurs maisons et leurs écoles ont été détruites. La guerre les a privés de leur droit de jouer et a entraîné la propagation de maladies d'origine hydrique qui menacent leur vie. Cette guerre en cours utilise la famine comme une arme contre notre peuple dans la bande de Gaza, en particulier contre les enfants. En empêchant l'entrée de l'aide et des vivres, cela engendre la malnutrition chez les personnes, en particulier chez les enfants. Le manque d'eau potable a également causé des épidémies qui se propagent rapidement parmi les enfants. Maha As-Sarsaq a 13 ans. La jeune fille a été obligée de commencer à travailler et à laver les vêtements d'autres personnes déplacées en échange d'une somme dérisoire pour aider sa famille. 2 de mes jeunes sœurs sont handicapées. Alors, je comptais sur moi-même et je me suis efforcée de participer aux soins de mes jeunes frères et sœurs. J'ai continué à travailler malgré la fatigue et la misère, afin de subvenir à nos besoins quotidiens. L'aide humanitaire arrivant à Gaza ne parvenant pas en quantité suffisante, la famine semble être inévitable et la propagation de maladies ne cesse d'accroître. Un véritable massacre contre les enfants et les adultes de Gaza. La vie est devenue apocalyptique dans les zones du sud de la bande de Gaza depuis le début de l'agression sioniste contre Rafah en mai. Matthew Hollingworth, directeur pour les territoires palestiniens du Programme alimentaire mondial, déplore la situation des civils qui se trouvent contraints à payer le prix le plus élevé. Nous voyons des civils à Gaza payer le prix le plus élevé de l'échec de la politique de la guerre, en particulier des enfants, des personnes âgées, des personnes vulnérables qui à ce stade sont épuisées par les cycles persistants et continus de déplacement, par la faim, par les traumatismes et par la peur absolue de ce qui va suivre. Les gens ne savent plus où donner de la tête. Les problèmes de santé publique dépassent les niveaux de crise, les enfants étant 40 fois plus susceptibles d'avoir la diarrhée, l'espace étant insuffisant pour creuser des latrines à fosses propres et en nombre suffisant. La Commission européenne a annoncé vendredi avoir accordé un soutien financier d'un montant de 16 millions d'euros à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, destiné à financer des services de santé et d'éducation. Il s'agit du deuxième paiement versé aux autorités palestiniennes dans le cadre d'un programme d'aide d'une valeur de 118,4 millions d'euros approuvé en décembre dernier. La première tranche de 25 millions d'euros avait été versée en mars. Et la fièvre de solidarité avec la Palestine ne s'estompe pas. À travers le monde, les manifestations sont quotidiennes. Ce samedi, et à l'appel du collectif Urgence Palestine, des milliers de manifestants se sont rassemblés place de la République à Paris en soutien à Gaza. Les manifestants, drapeaux palestiniens à la main et kéfiers autour du cou, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la libération de la Palestine occupée. Résistance, résistance. Le Maroc aussi, aucun jour ne passe sans que le peuple n'exprime son rejet de la normalisation et sa ferme condamnation de l'agression génocidaire sioniste sur Gaza. Ils étaient des centaines à battre le pavé vendredi soir à Casablanca à l'appel du groupe d'action pour la Palestine sous le slogan Gaza brûle.
alors que le Merzen normalise. Diplomatie chargée par le président Abdelmajid Tebboune, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf est arrivé ce samedi à Séoul, capitale sud-coréenne, pour prendre part à partir de dimanche à la réunion ministérielle préparatoire du sommet Afrique-Corée prévue le 4 et 5 juin. Selon un communiqué, la participation de l'Algérie à cet événement reflète son souci de consolider son partenariat stratégique avec la République de Corée, ainsi que son attachement à l'action commune au sein de la communauté africaine, en vue de mettre les partenariats au service des objectifs continentaux de paix, de sécurité et de développement. Énergie, les exportations algériennes de gaz liquéfié ont enregistré une augmentation notable de 7% au cours du premier trimestre de l'année 2024 par rapport à la même période de 2023. Le rapport de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole a montré que les approvisionnements de l'Algérie en gaz liquéfié ont atteint les 3 millions de tonnes au cours des 3 premiers mois de l'année en cours. La majorité des expéditions en provenance d'Algérie se sont dirigées vers les principaux marchés européens tels que la Turquie, qui a reçu à elle seule environ 1 200 000 tonnes. Même constat pour les exportations via gazoducs qui ont connu une forte augmentation durant la période de référence, notamment en ce qui concerne les approvisionnements vers l'Italie et l'Espagne. L'Algérie occupe actuellement le 3e rang mondial des exportateurs de gaz naturel vers l'Union européenne, en devançant la Russie. En Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC, remporte les élections, mais va probablement perdre sa majorité. Il s'agit d'un tournant décisif pour le pays. Les résultats des élections législatives pourraient marquer le début d'une nouvelle ère politique où le pouvoir sera partagé avec l'opposition. Mohamed Ouali Ben Chaban. S'achemine-t-on vers la formation d'une coalition pour former le prochain gouvernement en Afrique du Sud? Les derniers résultats issus du dépouillement semblent bien l'indiquer. Le processus de dépouillement est presque terminé, comme vous le savez, comme vous pouvez le constater sur le classement. Le processus dépasse 99%. Le processus de gestion des résultats partout dans le monde, dans n'importe quelle élection, est la partie la plus sensible de l'élection. Et à cet égard, la Commission est consciente que toutes les parties prenantes électorales doivent rester confiantes dans l'intégrité du processus de gestion des résultats dans son ensemble. In the integrity of the results management. L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud depuis 3 décennies est sur le point de perdre sa majorité parlementaire, même s'il remporte les élections. Selon les résultats partiels publiés par la commission électorale, l'ANC a recueilli 40,15%. Ce score représente une chute significative par rapport aux élections de 2019 où le parti avait obtenu 57,5% des suffrages. L'ANC est très satisfait des derniers chiffres qui indiquent que nous sommes maintenant à 4 millions et que notre concurrent immédiat est à 2 millions. Nous apprécions le soutien que nous avons reçu des électeurs. Comme vous le savez, nous ne connaissons pas le nombre total de votants. Nous savons seulement que le nombre d'inscrits est de 27 millions. Mais pour l'instant, nous sommes satisfaits de ce que nous avons.
Ce scrutin a également été marqué par une montée en puissance des principaux partis d'opposition. L'Alliance démocratique, avec 21,72% des voix, a consolidé sa position de dauphin de l'ANC. Le MK a obtenu 14,83% des suffrages. Selon les premiers commentaires des observateurs, l'ascension des partis d'opposition promet un paysage politique différent, favorisant le compromis et la concertation. Nous avions besoin de changements pour commencer quelque part et je suis heureux de faire partie du KZN qui a apporté ce changement en disant « Vous savez quoi ? Nous en avons assez. Nous essayons de prendre une nouvelle direction, espérant que cette nouvelle orientation apportera des changements. » Alors que le décompte des voix touche à sa fin, les résultats actuels indiquent une redistribution significative des forces politiques au Parlement. Les prochaines semaines seront déterminantes pour définir les nouvelles alliances et la manière dont elles façonnent l'avenir de l'Afrique du Sud, à commencer par l'élection du prochain président de la République. Et on en parlait tout à l'heure en titre, le président américain Joe Biden a rendu public vendredi une nouvelle proposition visant à conclure un accord de cessez-le-feu entre l'entité sioniste et la résistance palestinienne. Une démarche que plusieurs observateurs ont jugée inadéquate au vu du passif américain dans ce dossier. Khalid Mbataj. Joe Biden vole à la rescousse de l'entité sioniste et de Netanyahou, acculé, isolé, après 8 mois de génocide à Gaza et des échecs en cascade sur le plan militaire et diplomatique face à une résistance palestinienne déterminée à protéger son peuple et sa terre. Le président américain, et après que tous les rounds de négociations soient tombés à l'eau du fait de l'absence de volonté du côté sioniste d'achoper sur un accord, propose un nouveau plan de cessez-le-feu qu'il dit avoir négocié avec les médiateurs. Cela ouvre la voie à un règlement politique qui offre un avenir meilleur aux Israéliens comme aux Palestiniens. Aujourd'hui, après une diplomatie intensive menée par mon équipe, mes nombreuses conversations avec les dirigeants d'Israël, du Qatar, de l'Égypte et d'autres pays du Moyen-Orient, Israël a proposé une nouvelle proposition globale. Comprenant 3 phases, le plan Biden prévoit pour commencer un cessez-le-feu de 6 semaines. C'est une feuille de route vers un cessez-le-feu durable et la libération de tous les otages. Cette proposition a été transmise par le Qatar au Hamas. Aujourd'hui, je veux définir ces termes justes pour les citoyens américains et pour le monde. Cette nouvelle proposition comporte 3 phases. La première phase durerait 6 semaines. Voici ce que l'on comprendrait. Un cessez-le-feu total et complet des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza, la libération d'un certain nombre d'otages, dont des femmes, des personnes âgées, des blessés, en échange de la libération de centaines de prisonniers palestiniens. Il y a des otages américains qui seraient libérés à ce stade et nous voulons qu'ils rentrent chez eux. Jusque-là, la propension qu'a eu Netanyahou à s'engager dans un accord de cessez-le-feu quelconque s'est avérée nulle. Pire, plusieurs observateurs craignent déjà que l'entité sioniste ne respecte pas les termes de l'accord une fois les prisonniers libérés. Signe avant-coureur des intentions malveillantes du bourreau de Gaza, Netanyahou a déjà déclaré qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, contrairement au mouvement Hamas qui a salué la proposition émise par le président américain. Faisant face à un vent de contestation au sein de son propre camp, Netanyahou, qui est visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, tente de prolonger coûte que coûte l'agression sur Gaza pour bénéficier d'un ultime sursis. Embourbé dans l'engrenage d'un soutien conditionnel à ce génocide, et alors que la rue américaine semble avoir acté son détachement de la politique étrangère de son administration, la Maison-Blanche collectionne à son tour les couacs face à une communauté internationale de plus en plus encline à condamner les innombrables crimes sionistes à Gaza. En pleine campagne électorale, Joe Biden serait quant à lui contraint de montrer patte blanche et de tenter de sauver les meubles sionistes dans une énième guerre d'agression perdue d'avance, ou plutôt gagnée d'avance, par les architectes de l'opération Déluge el-Aqsa. Et pour en discuter plus profondément, nous rejoint de Paris Bedis Khanissa, expert des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir. Alors Bedis, quelle lecture faites-vous de cette démarche entreprise par le président Joe Biden ?
Alors, tout d'abord, je pense qu'il faudrait apporter une lecture sur le fond et sur la forme. Sur la forme, c'est effectivement un plan de paix unilatéral. Hein. On peut dire qu'effectivement, il a été rédigé par Joe Biden et son administration d'une manière unilatérale, et d'ailleurs qui explique un peu la précipitation de cette rédaction, même s'il y a des similitudes effectivement avec l'accord proposé le 6 mai. Et d'ailleurs, ce qui explique pourquoi il y a un accord de principe d'après des sources autorisées américaines du Hamas. Néanmoins, unilatéral, puisque il est teinté aussi de certaines menaces et intimidations vis-à-vis du Hamas et des factions résistantes, puisqu'il menace de laisser ou donner un blanc-seing à Israël pour continuer sa guerre, non pas contre la résistance, mais contre, on sait très bien, contre le peuple palestinien innocent et les civils. Et donc, il y a, si vous voulez, les États-Unis à travers cet accord qui aussi intervient dans un contexte précis. Rappelons-le que le report inexpliqué à une date ultérieure inconnue à ce jour du vote, notamment de la résolution, du projet de résolution proposé par l'Algérie il y a quelques jours, intervient comme pour dire que les États-Unis souhaiteraient sortir par le haut, mais surtout aussi jouer un rôle central dans cette équation et tout en prenant parti effectivement dans cet accord unilatéral pour l'entité sioniste. Donc il y a aussi cette fragilisation de Biden, notamment pour des calculs électoralistes au mois de novembre prochain, où il souhaite éviter ce veto incontournable si on est amené, ou les États-Unis est amené à aller vers ce projet de résolution proposé par l'Algérie. Donc il y a un accord effectivement qui pourrait apporter un plan de paix, mais un plan de paix, encore une fois, teinté de menaces. Ensuite, vous avez aussi une cacophonie, puisque sur la forme, vous avez d'un point de vue une approche de Joe Biden, effectivement, qui force la main quelque part à Netanyahou, comme pour dire qu'effectivement le temps de la désinvolture est fini, mais surtout aussi comme pour dire que les États-Unis ne peuvent pas continuer à se faire balader comme le Netanyahou le fait depuis quelques mois déjà. Et vous avez versus, bien évidemment, un Netanyahou qui est passé d'otage à quasiment je dirais, en phase totale avec ses bourreaux, notamment le gouvernement religieux et sioniste extrémiste d'Israël. Donc, cette cacophonie, cette même dichotomie n'augure rien de bon, puisque Israël l'a démontré par le passé qu'elle ne respectait jamais aucune résolution, encore moins des accords de paix qui viennent comme ça. Dont ensuite, vous avez aussi quelques angles morts et quelques points faibles, puisque ce plan de paix s'articule autour d'une espèce de négociation, je dirais, ouverte, à savoir la phase 1 qui est temporaire, effectivement, oui, avec un cessez-le-feu, une trêve temporaire, mais vous avez, pendant cette phase, des négociations pour conditionner la phase 2. Il y a la question qui subsiste, à savoir le retrait de l'armée israélienne, la reconstruction dans laquelle le Hamas est exclu pour éviter d'avoir des infrastructures militaires, notamment les tunnels tactiques et de guerre. Donc, oui, autant de questions, mais encore une fois, cela sous-entend à se camoufler aujourd'hui, qui est un camouflet militaire, un camouflet politique intérieure, de crise intérieure et surtout camouflet diplomatique. Merci beaucoup, Badis Khanissa, d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Je vous en prie. Conflit en Ukraine, la Russie a répondu aux tentatives de Kiev d'endommager ses infrastructures énergétiques et de transport. Selon le ministère russe de la Défense, les forces armées russes ont frappé des structures énergétiques en lien avec le complexe militaro-industriel ukrainien. Et un mot de sport avant de se quitter. L'Europe du football trépigne d'impatience avant la finale de la Ligue des Champions, opposant le Real Madrid, grandissime favori ce samedi à Wembley, avec ses 14 titres et sa pléiade de stars à l'outsider Borussia Dortmund. Bien moins habitué à ces sommets étoilés, l'équipe allemande disputera donc à 20h heure algérienne la 3e finale de Ligue des Champions de son histoire, après celle gagnée en 97 et celle perdue en 2013. Une finale de Champions, come dice il Paris. Une finale est une finale. Une finale de Ligue des Champions, comme je l'ai dit, est le match le plus important, mais aussi le plus dangereux. Donc je pense que nous devons profiter au maximum du fait que nous sommes ici. Nous y sommes. On ne joue pas une finale, on gagne une finale et c'est notre objectif. Cette année, le chemin vers la victoire passe par Wembley et le Real Madrid. Mais bien sûr, notre objectif est de mettre la main sur ce trophée.
Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. Je vous dis à demain.